Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au cœur de la cité médiévale de Carcassonne pour l'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Nous sommes là en ce moment même à Régalade à la Cité, un food court, un endroit où l'on se régale comme son nom l'indique, un endroit où l'on se réunit entre amis, en famille pour manger un peu et aussi boire un coup à la fraîche. Le soleil se couche, la cité médiévale change complètement de couleur et à l'intérieur, l'atmosphère se fait. Nous y sommes pour une émission donc en direct, constituée de plateaux avec des invités. On va parler gastronomie, on va parler vin, on va parler aussi culture, agriculture, on va parler du festival de Carcassonne avec des invités. Mais pour l'instant, je vous laisse découvrir ici l'atmosphère de Régalade à la Cité. L'atmosphère sous cette tente par exemple, comme une tente berbère dressée ici entre les remparts de la cité de Carcassonne, alors qu'on sirote ici une petite boisson fraîche, que monsieur mange par exemple des pâtes à la carbonara, parce que figurez-vous qu'ici on peut manger aussi bien japonais, bien sûr local, je vois qu'il y a des sushis, je vois qu'il y a de la cuisine italienne, et bien sûr on le fait sans chichi. C'est ça le concept aussi de Régalade à la Cité. On se rafraîchit comme madame le fait ici sous cette tente. En effet, en direct de Régalade à la Cité, vous pouvez bien sûr nous voir en ce moment sur TV Carcassonne et nous rejoindre. Tout de suite, on part en plateau avec le partenaire de cette émission, sans qui rien n'aurait été possible, Prévifrance. Et nous sommes donc sur le plateau de cette émission, une émission en direct de la cité médiévale de Carcassonne, l'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Une émission avec notre partenaire Prévifrance, représentée aujourd'hui par Isabelle Galigani. Bonjour. Bonjour. Prévifrance à Carcassonne, c'est en plein cœur de la ville. Tout à fait, nous sommes des locaux, nous sommes la mutuelle de référence, puisque Prévifrance, si certains d'entre vous ont connu la mutuelle occitane, c'est la mutuelle occitane présente dans l'Aude, dans l'Occitanie et partout en France. Alors, Isabelle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses autres collègues de la mutuelle Prévifrance qui se sont dit, allez vas-y Isabelle, c'est toi qui vas sur le plateau, c'est toi qui nous représente aujourd'hui. Prévifrance, c'est Place Carnot à Carcassonne, c'est une mutuelle avec un ours comme emblème. Pourquoi est-ce qu'il y a un ours comme emblème à Prévifrance? L'ours, en fait, c'est l'ours des Pyrénées, puisque ça représente notre racine. Les racines, c'est l'Occitanie, c'est les Pyrénées. On est des locaux, on est l'acteur de référence. Donc évidemment, le petit ours, c'est notre emblème, c'est notre mascotte. C'est celui qu'on aime et qui nous représente. Le petit ours avec sa maman, on a gardé que le bébé, mais ça représente la protection. Une mutuelle qui protège, mais une mutuelle, voilà. C'est quoi une mutuelle? C'est mutualité, donc il y a des choses qui sont en commun? Alors une mutuelle, en fait, c'est un organisme qui vous prend des sous et qui vous les restitue. Qui vous les restitue sous forme de remboursement pour vos lunettes, pour vos dents, pour votre hospitalisation si jamais vous chopez le Covid, ce que je vous souhaite pas quand même. Pas du tout. Mais c'est pas que ça, parce qu'en fait, tout le monde sait le faire, de rembourser des lunettes ou des dents. Nous, ce qui nous caractérise, c'est qu'on fait simple, on vous explique ce que vous allez être remboursé. On fait en sorte que tous les indicateurs soient ouverts. Vous nous téléphonez tout de suite, on répond. Vous avez envie de nous envoyer votre facture, vous avez une petite application, vous mettez en photo votre facture d'ostéopathie, dans les 48 heures, on vous la rembourse. On fait des trucs simples, efficaces, rapides. C'est ça qui fait la différence de Prévifrance. Alors, Isabelle et ses collègues sont ce soir ici à Régalade à la Cité. Mais ils n'ont pas reconnu des clients, peut-être ici autour de nous. Mais bel et bien, des sociétaires, c'est ça? Vous avez affaire à des personnes qui s'engagent avec vous mutuellement. Alors oui, une mutuelle, en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Ce sont les adhérents qui sont nos patrons. C'est un adhérent, une voix. Et parmi les clients, on peut en citer deux. On a le groupe Hôtel de la Cité qui était au Régalade avec nous la semaine dernière. On a également Surdar qui est aussi chez nous en mutuelle santé. Et puis plein d'autres Audois, plein d'autres Carcassonnais. Et surtout aussi, on peut les saluer, les sapeurs-pompiers de l'Aude,
Tous les sapeurs-pompiers de l'Aude sont chez nous et on est la première mutuelle des pompiers en France. Et on peut les saluer parce qu'ils ont été soumis à rude épreuve la semaine dernière avec tous les incendies qu'il y a pu y avoir dans l'Aude. Vous regardez en ce moment l'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie en direct de la cité médiévale de Carcassonne, une émission qui se fait avec notre partenaire Prévifrance et Isabelle Galigani est en ce moment avec nous sur le plateau pour présenter Prévifrance qui est bien ancré ici dans l'Aude et en Occitanie comme vous venez à l'instant de le dire. Mais pourquoi aller à Prévifrance? Parce qu'on est des gens sympas. D'ailleurs, vous voyez, on est sympa, on répond au téléphone super vite, on vous explique simplement des trucs hyper compliqués, parce que personne ne sait ce que c'est, 100%, personne ne sait comment marchent ces garanties santé. Exact. Et surtout, on fait ce qu'on dit, on tient nos promesses. On est là, vous nous appelez, on est là, vous nous faites un texto, on est là, vous nous faites un mail, on vous répond. Donc, super joignable, locaux, est toujours présent et surtout aussi on est une entreprise locale, c'est-à-dire que tous nos salariés ils sont issus de la région de l'Aude ici en particulier, mais de l'Occitanie en général, puisqu'on est quand même la 20e mutuelle nationale dont la seule à avoir le siège social en Occitanie. Et vous êtes d'où alors Isabelle, puisque vous êtes de l'Aude? Moi je suis une citoyenne du monde, c'est-à-dire que j'ai pas trop vécu ici dans la région. D'accord. J'ai un peu bourlingué, mais je suis actuellement à Toulouse, j'habite Toulouse. D'accord. Voilà. Toulouse, Carcassonne, voilà. Il fut un temps où Carcassonne était peut-être même plus forte et plus importante que Toulouse. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous sommes en direct de Régalade à la Cité, au cœur de ce patrimoine mondial de l'UNESCO qu'est la Cité de Carcassonne. Alors, quel est votre programme pour ce soir, Isabelle, avec vos collègues? Je vois qu'on a déjà commencé au Perrier. Boire, s'amuser, ça nous représente. En fait, aimer ce qu'on fait. Parce que moi, je suis responsable de l'épanouissement des conseillers commerciaux de Prévifrance. Il y en a une centaine. Oui. Et il y en a 2 représentantes là, ici. Bon, oui. Vous voyez, elles n'ont pas l'air malheureuses. Et c'est elles qui conseillent nos adhérents. Elles sont particulièrement épanouies. Et nous sommes tous, d'ailleurs, à Régalade, à la Cité, tous épanouis parce qu'on mange ce qu'on a envie de manger. On est avec nos amis, notre famille, en direct sur TV Carcassonne pour l'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie avec Isabelle Galigani donc pour représenter Prévifrance. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup et régalez-vous bien. Je crois que vous pouvez rejoindre vos amis, il y a un Perrier qui vous attend. Ok, merci. L'émission continue bien sûr. L'agence de Carcassonne, on a une double activité, puisque bien sûr, il y a des conseillers qui sont là pour accueillir nos assurés, nos adhérents, les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements, donc il y a un pied-à-terre. On a développé tous les outils numériques maintenant pour pouvoir gérer son contrat, ses services depuis son domicile, depuis son smartphone ou sur un ordinateur, mais on tient à cette présence physique locale, donc le numérique ne remplace pas l'humain, il est complémentaire. Et la seconde activité de l'agence, c'est la partie centre optique. On a depuis de nombreuses années volontairement créé nos propres services santé. Et donc que ce soit à Toulouse avec cabinet dentaire, centre d'audioprothèse, ou ici Carcassonne avec notre propre centre optique qui permet de proposer des équipements finalement moins chers que chez les opticiens classiques avec une qualité de service et de marque qui est équivalente. De l'accompagnement, du service, du sourire, de la bienveillance et du professionnalisme. Voilà. Après, je pense que c'est tout ce qu'on peut apporter à nos assurés. De retour sur le plateau en direct ici de la cité médiévale de Carcassonne. L'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie se déroule aujourd'hui dans un cadre idyllique, celui de Régalade à la cité. Il y a beaucoup de monde qui nous rejoint et il y a encore beaucoup de place sur les tables pour passer une excellente soirée au soleil couchant dans ce magnifique patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ce plateau, nous sommes avec Muriel Brunet pour l'Office de tourisme à Carcassonne. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Martial Andrieux. Bonjour. Bonjour. Historien de Carcassonne, puis de Savoie, on va en parler. Vous allez voir que la cité de Carcassonne n'a pas livré tous ses secrets. Et avec Jérémy pour Le Couvent. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, je vais commencer par vous.
Le couvent à Carcassonne, ça a ouvert quand? Tout d'abord, c'est quoi? C'est un restaurant? Alors c'est un hostel. C'est quoi un hostel? Dans lequel on a 70 couchages en auberge, merci. Et en bas, on a un restaurant. Donc un restaurant bar à vin où on accueille des Carcassonnais et surtout nos touristes. Donc le but c'est de créer un mélange, une mixité dans la population qui vient visiter la ville. Quand vous dites hostel, on pense à l'hostellerie de l'ancien temps. Quand on pense au couvent, on se dit qu'on va rentrer dans des caves voûtées. Il y a une particularité dans la déco du couvent? Alors on a gardé le côté historique du bâtiment que Martial avait d'ailleurs très bien fait ressortir pour un reportage photo. On a gardé tout le côté voûté, le côté de la pierre, et on est venu y apporter de la modernité, aussi bien au sens du matériel utilisé que de la configuration des lieux. Voilà, donc on y retrouve tout le confort moderne, mais dans une structure ancienne où on a gardé également donc le nom et l'hostellerie, la volonté de mélanger les voyageurs. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient au couvent pour passer une nuit et puis pour manger aussi quand même? On vient y chercher, je pense, de l'authenticité, une expérience. On propose de voyager autrement, donc une nouvelle façon de découvrir Carcassonne et de découvrir les produits de Carcassonne, puisqu'on a profité du confinement, du dernier confinement de la saison 2, pour créer une cave à vin avec l'aide de Baptiste Rosbono qui va également intervenir ce soir. Tout à fait. Et on a plus d'une 60aine de références de vins locaux qu'on peut venir découvrir ou redécouvrir au couvent. Nous sommes donc ici en direct de la cité de Carcassonne et vous voyez qu'on parle quand même beaucoup de bonnes chères, de bonnes choses à manger. Quand on veut venir à Carcassonne pour y passer plusieurs jours, on a largement le choix, tant pour aller se loger que pour manger, que pour sortir, que ce soit prévu ou improvisé. N'est-ce pas Muriel Brunet? Quand on est à Carcassonne, on peut y rester longtemps, il y a plein de choses à y faire. Alors Carcassonne, c'est vrai qu'il est vraiment une destination en fait, puisqu'il y a énormément de choses à faire. Donc il y a également, il y a la cité évidemment, mais on a aussi 2 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a aussi le canal du Midi. Donc je vais vous expliquer peut-être après tout ce qui est mis en place sur la ville. Bien sûr. Canal du Midi plus cité médiévale de Carcassonne égale 2 patrimoines mondiaux. C'est unique en France peut-être? C'est quasi unique et c'est une chance folle en fait parce qu'il y a vraiment 2 types de développement différents et on a la chance en plus un côté Bastide avec tout un développement sur la Bastide et évidemment la cité médiévale. Une Bastide qui se refait, qui retrouve des couleurs. Quand on vient ici voir la cité, beaucoup de touristes qui sont ici aujourd'hui passent en Bastide et disent « Ah mais oui, mais quand même, c'est beau Carcassonne. Ouais, et puis qu'est-ce que ça a changé ?» Alors c'est exactement ça. Donc nous, tout touriste qui passe à l'office à la cité, en fait, on leur conseille à tous en fait de descendre en Bastide parce qu'il y a la rénovation en fait de la place Carnot, la rénovation de la Bastide. Il y a également des décorations cette année qui sont exceptionnel. Oui. Et on a aussi en fait l'Office du tourisme a mis en place une exposition pour développer l'image du canal du Midi. Donc on a 12 panneaux sur l'histoire du canal du Midi gratuitement et également des visites costumées. Donc on a de la chance d'avoir des guides qui se mettent dans la peau de personnages et qui font vivre l'histoire du canal du Midi à travers de visites costumées. Ce que ne vous dit pas Muriel, c'est qu'elle a pris ses fonctions en pleine crise sanitaire. Autant vous dire que côté tourisme, on se disait allez, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, finalement, vous voyez du monde au cœur de la cité. Il y a du monde qui vient et qui prend plaisir à être là. C'est un soulagement. Alors c'est vraiment un soulagement. Là, on est en chiffres à peu près, nous, sur la fréquentation de l'office, à plus 30% par rapport à l'année dernière. Donc on est plus qu'agréablement surpris de la fréquentation. Et après, on a développé des offres aussi sur la cité médiévale pour attirer les touristes sur d'autres thèmes et faire vivre l'histoire autrement. Donc aussi bien sur des visites guidées à la cité, visites costumées évidemment. On n'a jamais de l'histoire de l'Office du tourisme fait autant de visites guidées parce qu'on n'a pas besoin de passe sanitaire puisque c'est des mini-groupes de 19 personnes. Et ensuite, on a mis une animation, une attraction. Allez, j'ai envie de vous en parler de suite. Oui, allez-y. Alors, je ne sais pas si on peut faire un plan sur cet objet. Vous reconnaissez ici, c'est ici des lunettes 3D. Alors, c'est les dernières générations, des Oculus 3. Oui. Et en fait, ça nous permet, en plus, en complément d'une visite guidée, de rentrer dans l'histoire de la cité
cité des Romains à nos jours. Donc vous mettez les lunettes, vous êtes en 360, en immersion totale. Vous voyez comment était la cité avec ses palissades et vous remontez en fait dans le temps jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a travaillé longuement avec, entre autres avec Martial Andrieux pour qu'il n'y ait aucune erreur historique. En effet, Martial, vous avez essayé ces lunettes 3D. Vous avez été peut-être parmi les premiers à les essayer, non? Eh bien, non, je ne les ai pas encore essayées. Donc il faut faire ça sur ce plateau ce soir en direct. Non, mais je le ferai dès que possible, bien entendu. Donc c'est un travail que vous avez mené en corrélation avec l'Office de tourisme pour que les détails qui soient présentés dans cette visite virtuelle de la cité soient les plus fidèles possibles. Comment on fait pour travailler Déjà, nous étions deux. Il y avait Yves Saint-Germain aussi avec moi, qui lui a regardé plutôt l'aspect technique par rapport à la machinerie, je dirais, militaire, hein, à l'aspect des tours et des défenses. Moi, plus sur l'aspect historique. Donc comment on fait? Eh ben, on prend des livres, on met son nez dedans et on essaie de prendre tout ce qu'il y a de meilleur pour ensuite permettre à ceux qui vont écrire l'histoire d'avoir un bon matériel pour le faire. Voilà. Comme nous sommes dans l'émission, qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Vous nous regardez en ce moment en direct sur TV Carcassonne et vous vous dites, mais où est-ce que je peux essayer ces lunettes 3D? Comment est-ce que je peux visiter la cité aux temps anciens, et des temps anciens, il y en a eu beaucoup à la cité, n'est-ce pas Martial? On va en parler. Donc comment on fait? On le rappelle. Alors, à quel endroit déjà? Tout simple, on va sur le site de l'Office de tourisme, où on passe à l'Office de tourisme, on réserve des créneaux, puisqu'on a la chance de faire cette animation à la citerne qui est à l'entrée de la cité médiévale. Donc c'est avec des petites alcôves, donc on peut en plus séparer les gens. Donc c'est créé spécial Covid, donc impeccable. Et après, l'idée aussi pour découvrir en fait l'histoire de la cité, c'est d'utiliser évidemment le numérique et les moyens modernes, mais aussi utiliser l'humain. Donc cette année, on a formé les conseillers en séjour pour qu'ils puissent faire des ateliers pédagogiques avec les enfants. Donc des ateliers médiévaux qui donc fonctionnent toute l'année, donc tous les mercredis, tous les week-ends et toutes les vacances scolaires à l'année, parce qu'on a vraiment envie que la cité vive toute l'année avec des ateliers sympathiques, pédagogiques, et ils font par exemple des blasons qui sont en fait construits par des menuisiers locaux. Ils vont jongler avec des balles qui sont créées par des couturières carcassonnaises, etc., etc. Donc il y a quand même tout un esprit responsable sur nos ateliers, et puis évidemment historique, pédagogique, quoi. Et quand on veut se loger, qu'on veut découvrir un endroit comme le Couvent par exemple, évidemment sur le site de l'Office de tourisme ou ici à la Régalade, on a les liens, je suppose. Bien sûr. Alors on a de la chance parce qu'on a tout type aussi bien d'hébergement que de restauration, enfin de restaurateurs en général. Donc c'est vrai qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour tous. C'est exactement à l'image ici de Régalade à la cité, puisque vous avez tout ce qu'il faut, quelles que soient vos envies. J'ai vu tout à l'heure un bar à sushi. J'ai vu aussi un petit bar cuisine à l'italienne. Donc, qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger maintenant? Eh bien, venez ici à la Régalade à la cité. Non seulement vous assisterez en direct à l'émission pour de vrai, vous êtes derrière votre écran, mais vous pourrez vous asseoir aussi et goûter à la cuisine. Régalade à la cité. C'est dans la cité médiévale, mais on est où exactement ici, Martial Andrieux? À quel endroit de la cité médiévale? Ah bien là, on est entre la place Marcoux et la place du Petit Puy. Hein, on est au cœur de la cité, vraiment. Mais cette cité, si vous voulez, qui est à l'origine un village. Hein, ici, il y avait une école, il y avait une boulangerie, il y avait des boucheries, il y avait qu'on appelle ça une poste. Hein. C'était un village vraiment à l'intérieur avec une vie. Et une vie qui voyait ici comme aujourd'hui passer du monde un peu de partout. Je veux dire, on y restait, on y vivait bien sûr, mais on y était aussi de passage. Oui, mais on y vivait surtout. C'est un vrai village. Alors, si vous voulez, il y a une identité vraiment qui a un petit peu disparu aujourd'hui, avec une querelle un petit peu entre la ville basse et la cité. Ici, on se réclame vraiment de la cité. Hein. C'est unica sum carcas. Je suis l'unique cité. Hein. Voilà.
Une unique cité qui est pourtant garde les traces de toute son histoire, parce que finalement, là aujourd'hui, on a une cité telle qu'on la voit, restaurée par Viollet-le-Duc, et puis au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, on va jusqu'à l'époque romaine. Est-ce qu'on peut voir des traces comme ça ici, ça et là, de cette cité ancienne dans les rues, dans les villes, dans les murs? Il est communément dit par les historiens qu'en fait, la cité de Carcassonne est un livre de pierre. Hein. Les archives ont pratiquement disparu. Il faut savoir qu'à la Révolution française, on a fait un grand feu de joie devant la porte Narbonnaise et on a détruit toutes les archives qui se trouvaient dans la tour du Trésor. Hein. Donc, aujourd'hui, la lecture qui a été faite de l'histoire de cette cité, c'est effectivement faite grâce aux pierres. Alors, Martial Andrieux est l'auteur de nombreux ouvrages sur la ville de Carcassonne, à toutes les époques. Hein, cette ville de Carcassonne, on en a parlé de l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, son dernier ouvrage sur les mers de Carcassonne est disponible partout en librairie. Hein, un ouvrage que l'on trouve à Carcassonne, mais pas seulement. Si, on le trouve à Carcassonne. Mais ailleurs aussi? Non, on ne le trouve qu'à Carcassonne. On le trouve qu'à Carcassonne, voilà. Et on ne le trouve que rue de la Gare, donc dans la rue piétonne, chez nos 3 libraires, qui sont la librairie Bretto, Moe et compagnie et la Maison de la Presse. Voilà. C'est un livre biographique sur les 58 maires de Carcassonne depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Une autre manière de suivre le fil de l'histoire de Carcassonne. Et si vous venez à Carcassonne pour vous loger, si vous voulez vous loger dans un endroit qui vous mette déjà un peu dans l'ambiance, n'hésitez pas, allez au couvent. Le couvent, c'est quelle adresse? C'est 31 rue du 4 septembre. 31 rue du 4 septembre. Regardez. Retour en direct sur le plateau ici de l'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie, en direct sur TV Carcassonne et en direct au cœur de la cité médiévale de Carcassonne. Nous sommes ici à Régalade à la cité qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en ce moment. On vient de s'installer. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, et on commande ce qu'on veut à manger, mais aussi ce qu'on veut à boire avec modération. Nous sommes sur ce plateau avec tout d'abord Baptiste Rosbono, bonjour. Bonsoir, vous êtes sommelier. Bonsoir. Et vous êtes d'ailleurs déjà en train de travailler. Oui. En train de déguster Cause Toujours, un vin du Mas de mon père de Frédéric Palacio. Et c'est pourquoi monsieur Laurent Bazin nous a rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci Alors, de m'inviter. Bien avec grand plaisir. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Laurent Bazin est avec nous pour parler du vin de Frédéric Palacio? Il y a une collaboration qui existe avec Frédéric Palacio, qui est vigneron à Arzens dans la Malepère, avec Laurent Bazin justement qui a acheté une parcelle. Mais je laisse terminer l'histoire parce qu'elle est très belle. Tout d'abord, Laurent, la Malepère, c'est où? Alors la Malepère, c'est plutôt Baptiste. Alors, pour le coup, on va échanger les casquettes. Exactement. Baptiste, à vous. La Malepère, on est très proche de Carcassonne, à l'ouest. C'est un joli massif de bois, de vignes, de céréales. Et entre Limoux, Castelnaudary et Carcassonne, toute jeune appellation depuis 2007, qui fait des magnifiques vins rouges et rosés à base de merlot majoritairement pour les rouges, cabernet franc majoritairement pour les rosés. Vous en avez un peu sur la carte ce soir d'ailleurs. Un peu de blanc en ce qui concerne certains. Frédéric fait du blanc, Frédéric Palacio fait un kit ou double par exemple. En effet, oui, tout à fait. Et ces cépages, ce sont des cépages dits océaniques. On les retrouve jusqu'à Bordeaux, beaucoup moins du côté est de Carcassonne. Hein. C'est ça. Il y a un assemblage aussi de cépages méditerranéens, parce qu'on retrouve aussi du Grenache et du Cinsault, qu'on va retrouver dans cette cuvée d'ailleurs. Et on est sur le village de Arzens.
Donc il y a une belle histoire aussi. Vous qui nous regardez sur ce plateau, vous reconnaissez peut-être le visage et la voix de Laurent Bazin, journaliste, RTL, LCI, France 2, et aujourd'hui, je peux dire le village où vous êtes ? Ah oui, bien sûr. Et aujourd'hui, Sainte-Eulalie. Oui, Hein, je suis élu de ce village, donc il faut que je l'assume. exactement. Qu'est-ce qui vous a conduit ici, Laurent ? Il y a 20 ans, je cherchais une maison de famille. C'est-à-dire que je suis un Parisien, je suis né au pied du périphérique, et je cherchais à m'enraciner quelque part. Et dans le béton, c'est pas très facile. Donc j'ai cherché une terre, un terroir de préférence, parce que j'étais aussi amateur de vin. Et puis des amis toulousains m'ont conseillé d'aller voir dans le Minervois, très beau terroir, incontestable. Et le hasard de l'immobilier, pour le coup, m'a amené de l'autre côté de la plaine, pour le coup, au pied de la Malpère, parce que Sainte-Eulalie, c'est pas tout à fait la Malpère encore, c'est vraiment les portes de la Malpère, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis Eulalie, c'est une petite fille que j'avais rencontrée dans un train quand j'avais 1 an et demi, dont j'étais tombé éperdument amoureux à 1 an et demi. C'est beau. Dans un train. Il avait fallu, quand ses parents étaient descendus à un arrêt avant moi, j'étais avec mes grands-parents, et j'avais suivi Eulalie, que j'aimais passionnément. Évidemment, au bout de 4 heures de train, ça arrive. Voilà. Grand amour. Hein. Et donc, mon grand-père m'a rattrapé sur la petite marche du train au moment où j'étais en train de descendre pour suivre mon Eulalie. Et donc, je l'ai retrouvée finalement 35 ans après, mais à travers un village. Est-ce qu'on pourrait décrire les paysages de la Malpère ? Celles et ceux qui viennent à Carcassonne viennent pour voir la cité. Ceux qui savent moins, c'est que d'un côté de Carcassonne, on est côté Corbière. Alors là, c'est la Méditerranée. Le sol est rocailleux. On a certes quelques schistes, mais on a aussi beaucoup de calcaire. Les paysages sont très différents du côté ouest, côté Malpère, beaucoup plus vallonné. À quoi ça ressemble, ces paysages-là, Baptiste ? Très vallonné, on a des petites collines avec tous ces jolis vignobles. Il y a une pluviométrie qui est un peu plus importante, et donc on a beaucoup de verdure en ce moment, c'est très frais, idéal pour se balader. Il y a d'ailleurs le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe dans le village d'Arzens, donc c'est des terroirs qui sont connus pour se rafraîchir l'été. C'est aussi ce que vous avez apprécié quand vous êtes venu ici, moi, découvrir ces paysages. Si vous, Pierre, vous connaissez par cœur, mais si vous êtes déjà promené dans la Malpère, c'est de l'oxygène pur, quoi. C'est de l'oxygène pur. C'est vallonné, il n'y a pas de côté abrupt dans la Malpère. Hein. Ce sont les derniers replis des Pyrénées vraiment en arrivant à la plaine. Et il y a une flore extraordinaire. Frédéric Palacio, qui fait ce vin, est un amoureux fou de la flore de la Malpère et un chasseur par ailleurs. Donc de la faune aussi, à sa manière. Et il vous en parlerait des heures. C'est extraordinaire. Et c'est tout l'intérêt qu'il y avait d'ailleurs de respecter cette flore et de retourner en bio, puisque c'est une des histoires de ce vin, de retourner en bio pour revoir des coccinelles se balader, des abeilles revenir au pied des cèpes, et toute cette nature finalement garder sa place plutôt que la reprendre. C'est pas vrai. On va pas raconter d'histoire, pas faire de caricature, mais garder sa place. Voilà. Si nous sommes en direct de la cité médiévale ici en ce moment à Régalade à la cité, quand on parle d'un vin, de suite on voyage. Vous voyez, nous avons parlé et nous parlons de ce vin de Frédéric Palacio, le Mas de mon père, à Arzens, à 5 minutes de Carcassonne. Les paysages changent complètement et les vins ont une certaine typicité. Mais alors ceux de Frédéric Palacio sont encore plus personnels que nombreux vins que l'on peut déguster, que ce soit en Malpère ou ailleurs. Voilà un vigneron qui met toute son énergie et toute son identité, je ne sais pas, tout ce qu'il est dans son vin. Et un peu de sa philosophie de la nature aussi, beaucoup de sa philosophie de la nature, beaucoup de lui. Hein. C'est un métier de chien quand même. Hein. Oui. Faut se le dire. Notamment quand on est en bio, mais pas seulement. Hein, quand il faut aller traiter parce qu'on sait que la pluie va arriver. 3 jours après ou 2 jours et demi après ou 1 jour et demi après, c'est presque un peu trop tard. Hein. Il faut y aller, quoi. L'été, l'hiver, il fait froid, il fait pas froid, faut tailler. Bon, c'est la vie. Je sais pas le parigot qui va vous raconter la vie d'un vigneron, mais voilà, c'est un sublime métier, mais c'est un métier qui vous avale tout entier. Hein. Il faut le savoir. Ils vivent vin, ils parlent vin, ils bossent vin, ils dorment vin, dorment vigne. Et cave aussi, puisque Frédéric Palacio en cave est aussi un sacré maître, voire même un acrobate. Hein, cette année, ça a été un sacré challenge pour lui. Cause toujours, tu m'intéresses, raide de toi, aime comme je suis. Vous avez choisi dans la gamme Cause toujours. Pourquoi, Baptiste ? Pourquoi ce vin ?
Justement, parce qu'il y a l'histoire avec Laurent Bazin qui a acheté une parcelle en collaboration avec Frédéric Palacio. Et ils ont acheté une parcelle d'un monsieur du village qui se retirait un peu de la vie vigneronne. Et donc, ils ont mis la main sur une parcelle complantée, ce qui est plutôt rare. Donc, c'est-à-dire c'est le Grenache et le Cinsault qui sont plantés ensemble, complantation. Et ils ont fait cette magnifique cuvée. C'est doublement rare d'ailleurs parce que la Malpère, c'est très largement planté de Cabernet, de Cabernet Sauvignon et de Merlot. Donc quand vous disiez tout à l'heure océanique, c'est très juste. Et donc là, c'est la liberté de Frédéric et de Laurent justement de vinifier ces cépages plutôt méditerranéens pour délivrer une cuvée sur la gourmandise, sur le partage, d'avoir un vin rouge sur le fruit. On a des notes presque de fraises un peu écrasées, vous savez, très gourmandes. La bouche est toute en délicatesse, très soyeuse. Et on a une très belle allonge qui termine avec on en parlait tout à l'heure, mais cet aspect d'amertume délicate qui amène la gourmandise à un autre verre. Et depuis tout à l'heure, avec Laurent, vous avez vu, on a continué. Oui, on dit parfois des vins digestes avec une grande buvabilité. Alors c'est sûr, c'est pas des jolis mots, mais en l'occurrence, c'est le cas. Ça passe tout seul. Le fruit parle. Qui disait tout à l'heure, un verre appelle l'autre. Moi, j'aime bien. Avec modération, Laurent. Bien sûr. Évidemment. Ou alors on rentre à pied. Et où on rentre à pied. Exactement. Mais en tout cas, un verre appelle l'autre. Voilà. Et un bon vin, c'est sans doute ça. Aujourd'hui, en tout cas, c'est clairement ça. C'est ça. Un verre doit en appeler un autre, avec la modération qui va bien, ok. Mais quand vous arrêtez à ça, que vous avez bu ça, et que vous aviez déjà l'impression d'avoir la bouche en vérité tapissée de tanin, et qu'elle a déjà pris tout ce qu'elle pouvait prendre, je pense que vous avez atteint la limite de ce qu'on peut faire en vin. Je pense qu'il faut jouer comme un fleuve va à la mer, vous voyez ? Tout à fait, tout naturellement. On vous en a beaucoup parlé de ce vin. Je vous propose d'aller faire un tour dans les vignes de Frédéric Palacio avec Laurent Bazin à vol d'hirondelle, 5 km d'ici. C'est parti. Le journaliste parisien que je suis est venu il y a 20 ans acheter une maison ici. Et comme j'aime le vin, je me suis baladé, je me suis fait des copains et j'ai rencontré Frédéric. Ça, c'est 2005-2006, c'était ton premier millésime. Et puis, très vite, on est devenus copains et on s'est dit... Enfin, moi, j'avais une envie de vigne. Voilà, c'est comme ça. Pas de devenir vigneron, hein. Vigneron, c'est un métier, chacun son métier. Et j'ai dit à Frédéric à ce moment-là, je lui ai dit s'il y a une vigne de Grenache, de Carignan, de Syrah, tiens, je me souviens que j'étais aussi toqué de Syrah, qui est pour le coup moins local. Je l'achèterai et puis tu la travailleras. Voilà. Et parce que je trouvais que il travaille formidablement les merlots, les cabernets francs, du sauvignon. Mais je voulais je trouvais qu'il lui manquait une dimension un peu plus méridionale. On a appelé la cuvée Cause toujours, en référence aux anciens du village, qui, quand ils ont appris que le Parisien achetait une vigne avec l'audois, et surtout une vieille vigne de Grenache. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont en faire patin couvé, ça va pas, ces Grenaches là, hein. Franchement, il faut être Parisien, quelle idée à la con. Il faut savoir accueillir des fois les Parisiens parce que ils sont pas faciles à accueillir. Enfin, on fait des efforts quand même. J'ai fait un grand effort pour accueillir ce Parisien. Il m'a recueilli. Je l'ai recueilli, il est abandonné. Voilà. C'est toute une histoire d'homme, le vin, et c'est ça qui est beau finalement. C'est que il me dit, Fred, il te manque quand même un peu de soleil dans le domaine, qui est en effet ce fameux Grenache et ce fameux Cinsault. Et j'ai dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis finalement, c'est aussi dans le sud, on aime boire à l'apéro, tu sais, on le sait. Hein. Donc je me suis dit, allez, on va acheter cette vigne à deux et on pourra faire un peu plus l'apéro. Puis moi je mets de la valeur parce que c'était au-delà de ça, elle appartient à Laurent aujourd'hui, c'est rigolo. Et cette vigne appartenait à un des plus vieux du village en fait, et qui s'appelait Monsieur Jalade, et ça a été le dernier à avoir le cheval. Et voilà, et c'était fervent du 13, du pays du 13, Carcassonne, il faut le dire. Donc
ça a une valeur, tout ça. Et quand on est paysan et agriculteur, tout ça, ça a de la valeur. Et moi, ça me plaît que Laurent soit et acheter cette vigne, en fait. C'est rigolo, c'est un Parisien qui a acheté une vigne du plus vieux du village. Et pour toi. Et pour moi. Et ça enfin, c'est beau, quoi. Enfin, je trouve ça très, très beau. Et c'est important un peu d'humain dans ce monde. C'est beau, quoi. Enfin, je trouve que Laurent, il s'est enraciné, ça y est, quoi. Bienvenue. Merci. Merci. De retour en plateau ici au cœur de la cité médiévale de Carcassonne pour l'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Eh bien, je vais vous le dire, ce qui se passe en Occitanie. En Occitanie, on prend du bon temps en été au soleil couchant ici, dans les remparts de la cité. Et au pied de la cité, non loin, coule aussi le canal du Midi. Carcassonne vous accueille durant tout cet été. Et celui qui nous accueille en particulier, c'est Mika Seban. Bonjour Mika. Bonjour Pierre. Vous êtes le concepteur de ce lieu magique, Régalade à la Cité, un lieu où l'on voyage. Là-bas, je vois quelques loupiottes japonaises. J'ai vu quelqu'un qui mangeait italien. Je pense, Mika, que pour avoir un concept comme celui-là, faut être très gourmand au départ déjà. C'est exactement ça. En fait, Régalade à la Cité, c'est une multitude de spécialités qui sont représentées en plein cœur de la cité de Carcassonne. Nous avons un bar à sushi, nous avons un bar à fromage et charcuterie, nous avons un bar à viande, nous avons un bar à pizza, un bar à pâtes et lasagne, et nous avons un bar à burger et spécialité canard. Donc tout autour, on vient donc se restaurer au cœur de Régalade à la Cité. C'est à la bonne franquette. Ici, ça se fait vraiment à la bonne franquette, puisque quand on a monté ce concept, c'est un concept que j'ai décidé de mettre en place pour de la convivialité, du partage, du bonheur. Et comme je dis très souvent dans mes vidéos, l'amour, parce que c'est un lieu d'amour, c'est un lieu où on a donné beaucoup d'amour pour créer ce site-là. Et ça se ressent parce que les gens sont bien. Quand vous ferez le tour, vous verrez, les gens sont très chill. Voilà. En effet. Alors, pour voir vos vidéos et pour voir ce qui se passe à Régalade à la Cité, on suit quel compte? Alors, il y a deux comptes. Il y a la page Facebook, c'est Régalade à la Cité, et la page Instagram aussi, Régalade à la Cité. Donc, vous pouvez liker, regarder. On a régulièrement des concerts. Un soir, à peu près un soir sur 3, on a des concerts. On a vraiment, suite au Covid, on a voulu favoriser le spectacle vivant, de dynamiser avec les artistes pour leur donner aussi un coup de pouce, les remettre en action. Et ça marche plutôt bien puisque les gens sont très très contents d'être à Régalade. Et on a beaucoup de gens satisfaits qui viennent et qui nous remercient surtout. C'est là où vraiment on est content parce que les gens nous remercient. Mika a beaucoup d'énergie. Il a une énergie qui est particulièrement communicative. Et quand on vient ici, on vient pour prendre plaisir. Et ce plaisir, eh bien, on le prend en mangeant et en buvant ce qu'on a envie, avec modération bien sûr, mais des produits qui sont choisis. Car, bien, quand on est gourmand, on aime servir des bons produits. Vous avez parlé de bar à viande, de charcuterie, de fromage. Est-ce qu'il y a aussi des produits locaux ? Alors, en effet, on n'a pris que des commerçants d'Occitanie. Alors, le cahier des charges, c'est ça. Il faut être d'Occitanie pour pouvoir travailler. Et d'autant plus, on veut favoriser les Carcassonnais. Donc, nous avons que des artisans sympathiques qui travaillent avec nous. Et après, au niveau de la boisson, pareil, on a voulu favoriser essentiellement du vin local. On n'aura pas de vin d'autres régions que le vin on va dire de la côte cabardaise et de la côte carcassonnaise. Voilà. Donc, on a fait ce choix de travailler avec des artisans, enfin avec des vignerons locaux. On travaille avec la maison Montenac, on travaille aussi avec la maison Foncalieu, et donc c'est eux qui nous conseillent un petit peu. Et alors maintenant que je viens de découvrir le vin de notre cher ami Monsieur Bazin, voilà, donc on fera en sorte l'année prochaine de l'intégrer dans Régalade, j'en fais la promesse. Voilà, c'est une promesse qui est faite ici en direct et qui sera tenue parce que non seulement c'est en direct, mais vous pourrez revoir l'émission. Donc ça ne s'effacera jamais, ça, Mika, jamais. Eh bien, donc, tant mieux. Il faut trouver le vin de Frédéric Palacio ici à Régalade à la Cité. Au milieu de cet espace, il y a un olivier tout autour, des tables. On y voit les jeunes, les plus anciens, les papas, les mamans, mais aussi les touristes et les locaux qui viennent, comme nous-mêmes d'ailleurs. Comme juste à côté de moi, il y a Martial Andrieux qui nous a rejoint à nouveau sur ce plateau. Tout le monde vient, c'est populaire. Exactement, tu as dit le mot, Pierre, c'est un espace de convivialité populaire. On vient en famille, c'est intergénérationnel. On fait en sorte justement d'encourager les parents avec les enfants, avec les grands-parents à venir partager. Le gros avantage, c'est qu'on démarre à 17h30 et donc
de 17h30 à 2h du matin. Le service restauration, on sert jusqu'à minuit tous les soirs pour les sorties de concert et pour les gens qui décident de manger tard. C'est un choix. Et après, les gens peuvent venir boire un verre jusqu'à 2h du matin. Et naturellement, on fait très attention aux lois en vigueur actuelles. Voilà. C'est vrai qu'on est à 2 pas du festival de la Cité. Là, quand il y a un concert, on doit entendre. Alors on l'entend pas parce que c'est bien sonorisé le concert. Mais en tout cas, on a cette chance de pouvoir avoir les clients avant, enfin les spectateurs avant et après le spectacle. Et ça, vraiment, ça dynamise énormément la cité de Carcassonne parce que pendant la période de concert, et je sais que vous allez en parler tout à l'heure, c'est vraiment un engouement qui se fait. On a des gens de partout qui arrivent et ça, c'est vraiment formidable pour notre cité et pour Régalade. Ici, Régalade à la Cité, au cœur de la Cité médiévale, c'est un peu comme une clé de l'Aude. Parce que l'Aude, c'est un département qui est pluriel. Alors, je sais, on dit ça toujours, tous les départements, chacun le dit, mais l'Aude, ici, depuis la Cité, on le voit très bien. Derrière nous, à 100 km, il y a les pics enneigés des Pyrénées. À 150 km à l'ouest, il y a la Méditerranée. On a parlé des paysages tout à l'heure avec Baptiste Rosbono et Laurent Bazin, des paysages qui changent d'un côté ou de l'autre de cette cité médiévale qui est implantée ici aussi. Pour cela, pour tout regarder, tout l'horizon, tout surveiller. Maintenant, on ne surveille plus personne. On pourrait presque voir la ville de Leucate. Leucate, c'est l'un des plus grands ports touristiques ici de ce littoral méditerranéen, spécialement dans l'Aude. Un littoral méditerranéen préservé, mais un littoral méditerranéen où l'on s'amuse et où l'on prend du bon temps. Bonjour les amis, nous avons décidé de quitter Régalade à la Cité le temps d'une journée pour vous faire visiter le pays audois, son littoral et plus particulièrement la ville de Leucate. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour vous faire partager des lieux insolites, des moments à partager en famille, entre amis, dans des lieux somptueux. Alors je vous demande de me suivre, on y va, c'est parti. J'arrive au Pilotis, le dernier né de Leucate. On va directement en cuisine, voir ce qui se passe. Bonjour Mickaël, bienvenue au Pilotis, tu vas bien? Merci, ça va. Tu nous emmènes en cuisine? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour Jérémy. Bonjour Mika. Ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors, on nous a dit que Pilotis, c'était une cuisine au feu de bois. Au feu de bois. Alors, tu travailles comment? Alors, on travaille avec du charbon végétal. Super, donc je pense que ça chauffe très fort. Voilà. Eh bien, très joli. Super. Eh bien, merci Jérémy. Comme nous l'a expliqué Jérémy, ici, c'est une cuisine au feu de bois. Donc, je vous convie à venir les rencontrer et venir goûter. Allez, on part du Pilotis en direction de chez Biquet, où nous allons rejoindre notre ami Biquet Mandement. Alors, je vous amène ici parce que c'est un lieu de jour, un lieu de nuit. Ils ont su harmoniser aussi bien le jour que la nuit. Alors, c'est une équipe, hein, Biquet. C'est Fabrice, Guillaume et Jean-Michel, donc dit Biquet. Et vous allez voir, c'est vraiment un lieu où on passe du bon temps, aussi bien le jour que la nuit. Bon, ben, Biquet, merci de nous recevoir. Avec plaisir. On est très heureux. Alors, tu sais, on fait cette émission pour TV Carcassonne parce que moi, j'ai une question à te poser. Et je voudrais savoir si tu es un Carcassonnais leucatois ou un leucatois de Carcassonne. Je me sens carcassonnais et leucatois en même temps. Donc, les deux, en fait. Les deux endroits. Eh ben, super. Parce qu'il faut savoir que quand même Biquet est un personnage de l'Aude, puisqu'il a monté énormément d'affaires, aussi bien à Carcassonne qu'à Leucate, qu'à un peu partout. Donc, c'est la personne emblématique de l'Aude. Une cabane au bord de l'eau, c'est magique. L'endroit est exceptionnel. Et en plus, je l'ai décoré d'une façon étonnante avec des objets anciens, abîmés, qui ont vécu déjà. Bon, mais voilà. Vous voyez l'avantage de chez Biquet aussi, c'est qu'on a un étal de poissons et ce n'est que du poisson de pêche. Bon appétit. On va faire un petit tour. Ah ben il y a nos amis même de Toulouse. Comment allez-vous? On vient parce qu'on a grandi ici, qu'on a des beaux souvenirs ici. Je viens manger chez Biquet parce que c'est le meilleur endroit au monde. Pourquoi vous êtes chez Biquet? Qu'est-ce qui fait qu'on vous voit aujourd'hui chez Biquet? Parce qu'on l'aime Biquet. Eh bien là, on arrive chez Ginette, l'annexe de Carcassonne et de Toulouse, tenue par des Toulousains. Alors comme c'est des copains, je vous emmène là, mais vous verrez par vous-même qu'on y mange très très bien midi et soir. Alors on veut montrer à nos copains carcassonnais, à nos copains toulousains et à tous les gens de l'Occitanie ce qu'est Ginette. Alors est-ce que tu peux nous emmener un peu sur les cuisines? Une institution. Une institution? Super. Donc je vois que tu as une cuisine ouverte. Bon, alors je vous présente Arnaud. Arnaud, c'est le fondateur donc, de Ginette. Vous avez la zone de restauration là-bas, la zone plus chill en bord de plage. Venez, on va voir la zone de bar. Oh, Pichou, ça va? Bon, ben on va en profiter pour manger parce qu'à être en tournée, il faut quand même se restaurer. On va se régaler. Alors là, j'ai une petite friture
de poisson, c'est en attendant le plat. Et on a aussi quelques acras de morue. Alors là, nous avons une burrata. Il m'a fait un carpaccio de bar. Je vous emmène dans une plage très confidentielle qui s'appelle le Poulpe. Suivez-moi, venez, on y va. On vient pour se détendre. D'accord. Je vois, il y a une musique très douce, il n'y a pas trop de bruit, les gens sont détendus, ça parle doucement. Voilà. Donc en fait, vous faites du service restauration midi et soir, c'est ça? C'est ça, midi et soir. On travaille de midi jusqu'à 15h et le soir de 19h30 jusqu'à 22h30. On va faire un petit tour. Merci en tout cas PH. Et puis à très vite au soleil de Leucate. Au soleil de Leucate et surtout aujourd'hui, là, il fait magnifique. Exactement. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons dans un majestueux hôtel 4 étoiles qui s'appelle Un Amour d'Hôtel, le 19-21 en plein cœur de Leucate. Dans ce vieux Leucate, on est venu retrouver notre copain Dominique. Salut Dominique, merci de ton accueil. Raconte-nous, Dominique, un petit peu l'histoire de cet hôtel, puisque je vois que tu as une cuvée. Mais tu as la cuvée 19-21. Ouais, tout à fait. C'est celle que tu vas me faire goûter. Tout à fait, la cuvée Cathy. Donc c'est ta sœur. C'est ma sœur. C'est la décoratrice. C'est celle qui s'est occupée de toute la déco. Oui. Sans exception, point par point, détail par détail. Alors nous, au départ, on vient de la restauration. On a encore le restaurant de plage de Poulpe. Eh bien, on en sort. Voilà. Alors fais-moi goûter un peu ce vin. Voilà. Alors ça, c'est que du macabeu. Du macabeu. Macabeu, alors très bien. C'est un cépage d'ici. C'est un cépage d'ici, allez, on va le goûter. Alors on dit santé à tous les internautes, à tous les gens qui nous suivent. Ah non, c'est très bon. C'est très bon, c'est frais. C'est frais, c'est un peu craquant parce qu'on s'attend à plus de très très bon. Les amis, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous emmène dans un endroit magnifique. Vous ne serez pas déçus, suivez-moi. Alors, il était impossible de faire ce littoral audois et de ne pas passer par cette pépite narbonnaise qui est la table de Saint-Crescent. On a la chance de rentrer dans les coulisses donc, de la cuisine. Lionel Giraud nous reçoit personnellement. Bonjour chef. Alors merci déjà de nous recevoir parce que ça s'est fait vraiment au pied levé et on a vraiment eu la chance de venir vous voir. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas on est honoré de vous recevoir en tout cas dans cette enceinte, dans cette belle maison avec 3 lieux de vie différents, une cave à vin, on va dire une cave à manger, hein. C'est plus dans l'esprit de la convivialité et la table 2 étoiles donc dans laquelle vous êtes et dans les cuisines, voilà. Eh bien super, merci beaucoup. En tout cas, je sais que vous faites partie d'une lignée de chefs puisque votre papa Claude qui est un copain. On est tombé dans la marmite quand on était petit. Moi j'ai une petite question un peu intime. Est-ce que vous avez repris un plat de papa de Claude Giraud? Pas vraiment parce qu'on a déjà 2 cuisines qui sont différentes et heureusement et après il y a toujours des inspirations et des influences mais c'est vrai que nous on est dans une maison très éco-responsable, on fait vraiment attention à tout, on respecte la nature, on respecte le produit, on respecte l'engagement des paysans qui nous entourent, on est on a créé un cercle vertueux qui est très de proximité et donc du coup forcément on est plus en adéquation avec la cuisine des années 80 où dans un plat vous aviez de quoi en faire 6 quoi, vous voyez. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment reprendre, mais après bien sûr, on peut dire qu'il m'a enseigné la valeur du travail et bien évidemment la persévérance dans tout ce qu'on entreprend. Merci beaucoup Lionel. Alors par contre, je trouve et je trouve ça formidable, c'est d'un calme olympiaque. C'est nécessaire pour faire un bon travail. Générer un travail dans le stress, forcément, ça se ressent dans les assiettes et les clients ne sont pas là pour manger notre stress à nous, ils sont là pour passer un moment de détente et de plaisir. Je vous avais promis de belles découvertes et le dernier né de Gérard Bertrand, l'Hospitalet Beach. Nous avons la chance d'être avec lui. Bonjour Gérard. Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tous les cas, je suis très heureux de pouvoir vous montrer en avant-première l'Hospitalet Beach, qui est la continuité du château L'Hospitalet. Et en fait, c'est un concept autour du vin, de la gastronomie, mais aussi de la musique, du lifestyle et du bien vivre. Bon, c'est super parce que c'est ce que l'on prône et on adore ça. Et alors, en fait, aujourd'hui, c'est l'ouverture de ton festival. Oui, alors c'est la 18e édition du festival de jazz à l'Hospitalet. Et en fait, le concept original, c'est que c'est pas uniquement un concert, c'est aussi un dîner gastronomique autour des vins. Et ensuite, c'est une cave à jazz, donc c'est une expérience de 19h jusqu'à 1h du matin. Donc ça veut dire qu'on passe une très belle soirée dans un écrin au milieu de la Clappe. Et bien après notre tournée des plages, nous partons à la rencontre de André-Luc Montagnier, Côte Indigo,
Alors on va lui demander un peu ce que c'est parce que moi j'en entends beaucoup parler. Bonjour André-Luc. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Côte Indigo? Côte Indigo, c'est désormais notre marque de territoire, celle de Fleuridode d'abord, de Saint-Pierre-la-Mer et des cabanes de Fleury. Côte Indigo, c'est un nom qui sonne, qui résonne. Alors ça veut dire que si je viens à Saint-Pierre-la-Mer, je ne serai plus à Saint-Pierre-la-Mer, mais sur Côte Indigo, c'est ça ou comment ça se passe? Expliquez-moi. Non, vous venez à Saint-Pierre-la-Mer, vous êtes toujours sur Saint-Pierre-la-Mer. La particularité de notre commune, c'est 3 pôles urbanisés, 3 histoires que l'on respecte. Aujourd'hui, c'est une marque, c'est Côte Indigo. Donc on a souhaité d'abord commencer le réaménagement du front de mer de Saint-Pierre-la-Mer avec un esprit très écologique. On le voit ici avec la réimplantation de 70 pins parasols, la rénovation de la mairie annexe, la création de murs en pierre sèche, la désimperméabilisation des sols. Voilà, c'est vraiment un projet écologique. C'est la première phase, la première tranche qui a été livrée fin juin. Pouvoir déambuler paisiblement dans un espace sécurisé, dépollué, faire son marché sur le célèbre marché de plein vent de Saint-Pierre-la-Mer avec ses halles. Et aujourd'hui avec la création du marché des embruns où une quarantaine d'artisans et de commerçants locaux s'installent auprès de chalets en bois en couleur, que vous pourrez voir tout à l'heure à côté de la Grande Roue. D'ailleurs, qui est aussi le symbole du renouveau de Saint-Pierre-la-Mer. Bon alors, on est bien ou bien? Bienvenue en direct de Régalade à la Cité, au cœur de la Cité médiévale, sur TV Carcassonne pour Qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Eh bien, ici à la Cité de Carcassonne, qu'est-ce qui se passe en été? C'est le festival, tout simplement. Reportage. Je suis ravie d'être chez vous ce soir. Merci beaucoup de me recevoir. C'est la première fois qu'il y a autant de monde qui vient à ma fête d'anniversaire. Je sais pas ce qui s'est passé. On sait que quand on fait Carcassonne, les yeux font ça. Voilà. Et c'est vrai que de revenir dans ce lieu qui est assez impressionnant, toute seule, pour son concert à soi, c'est différent, mais je suis super contente. On voit quand même tout ce qui se passe ici et on voit vraiment toutes les têtes des gens, donc c'est super pour ça. C'est passionnant parce que le cadre, évidemment, est unique. C'est très agréable ce festival. J'ai toujours bien aimé. Le public est chaleureux. Ce sont des gens qui aiment le théâtre. Mais c'est vrai que ce soir, j'étais particulièrement touchée. À croire que le public lui donnait toute la force nécessaire pour pouvoir combattre son cancer. Voilà, je suis très, très contente de retrouver le public ici. La prochaine chanson, c'est un message qui s'adresse bien à vous tous. J'entends rien. Est-ce que vous avez des bases? Quel beau public, quelle belle ville. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est un magnifique festival. C'est pas la première fois, mais à chaque fois la même émotion, le même plaisir de retrouver ce site admirable. Et puis, comme tous les artistes, c'est un rendez-vous incontournable et chaque artiste est heureux de savoir qu'il a dans son programme Carcassonne. J'aime bien ces genres de petites arènes comme ça. Merci beaucoup. I'm very excited to see you all at the Festival of Carcassonne, and I'll see you soon.
La ville de Carcassonne bat au rythme du festival pendant l'été et le festival est en cours en ce moment. Nous sommes ici au cœur de la cité médiévale à 2 pas du théâtre Jean Deschamps avec le directeur du festival, Monsieur Pascal Dupont. Bonjour. Bonjour. Il y a un concert prévu ce soir et pas n'importe lequel. Christophe Maé. Christophe Maé est un habitué du festival, c'est un homme qui aime beaucoup Carcassonne. Très régulièrement, il vient au festival, tous les 3 ans à peu près, puisque depuis son triomphe... c'est clair que ça devient un artiste incontournable du festival. Là, cette année, ce festival, il a proposé de nombreux concerts. On a vu Patrick Bruel là tout à l'heure. La programmation, elle s'est faite comment cette année, la programmation ? Ça a été très particulier parce que les internationaux n'ont pas pu venir à cause du Covid. Mais bon, on s'est adapté, on s'est dit, le maire de Carcassonne s'est dit, il faut absolument faire le festival pour des raisons... clair, c'est d'une première chose, c'est que ça anime la cité, ça anime la ville basse, et c'est primordial pour Carcassonne d'avoir son festival. Le festival de la cité à Carcassonne, c'est aussi une histoire, parce que ce festival, il a démarré dès juste après la réalisation, la rénovation presque, on pourrait dire, parce que cette restauration de Viollet-le-Duc, elle est particulière. Eh bien, dès les premières années, dès le début du XXe siècle, il a commencé à y avoir ici au théâtre Jean Deschamps, à 2 pas d'ici où se produisent actuellement tous les artistes, des pièces de théâtre. Et aujourd'hui, on y voit Véronique Sanson, Sting, Bruel. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce théâtre Jean Deschamps ? Alors il est très particulier parce que c'est un théâtre antique où la proximité avec le public est indéniable et tous les artistes qui viennent à Carcassonne se disent comme chez eux. Ils ont la dernière place du théâtre est à 50 mètres. Vous pouvez imaginer que tout le monde se dit on est proche de l'artiste et ça fait une communion avec l'artiste vraiment impressionnante. Votre plus grand souvenir de festival, Pascal ? Il y en a plusieurs. Il y a Dépêche Mode à Gambetta. Il y a Indochine à La Fajole, Elton John au théâtre Jean Deschamps, Diana Ross, je ne vais pas tout vous énumérer, tous les artistes, mais il y a beaucoup de souvenirs. Merci beaucoup Pascal Dupont, vous avez beaucoup à faire ce soir. On reparlera tout à l'heure du festival sur le plateau de Qu'est-ce qui se passe en Occitanie. Merci. Merci. Et nous revenons sur le plateau de Qu'est-ce qui se passe en Occitanie, un plateau qui reprend son cours, car vous savez, on est en direct ici à TV Carcassonne, sur TV Carcassonne, en direct de la cité médiévale. Alors tout à l'heure, juste avant de parler du festival, de ces artistes qui viennent peut-être d'ailleurs parfois se restaurer dans les bistrots ou les restaurants de la cité médiévale. Il y a des grandes histoires toujours de Joe Cocker à droite à gauche. Vous avez vu vous ici des artistes se restaurer à Régalade à la cité, Mika? Alors les soirs où j'étais là, et notamment tous les soirs, j'en ai pas trop vu. On a eu ici les Chevaliers du Fiel qui sont des copains qui sont revenus après leur spectacle il y a 2 ans, qui ont fait donc une soirée ici et c'était vraiment super. Voilà. Tout à l'heure, nous étions avec Mika qui est notre hôte ce soir, puisque c'est lui qui a conçu Régalade à la Cité. Mais Mika, vous avez vu, il connaît tout le monde à Leucate. Il est allé faire une petite visite chez tous ses amis leucatois. Le reportage de TV Carcassonne en a particulièrement bien témoigné, mais je voulais savoir, puisque vous connaissez tout le monde à Leucate, Michel, est-ce que vous connaissez Françoise? Pierre, sincèrement, je connais plein de Françoises. Mais la Françoise dont vous me parlez, j'ai pas souvenir de la connaître. C'est une Françoise de Leucate, c'est quoi? Ah, c'est une Françoise de Leucate, Martial Andrieux, Françoise. Alors... Ah oui, c'est une Françoise, effectivement. Mais c'est une Françoise que n'a pas pu connaître notre amie, puisqu'elle est née au XVIe siècle. Hein. Oui. Voilà. Alors je pouvais pas la connaître. Ah ben non. J'en connais, mais pas celle. Mais pas pas celle-là. Il s'agit de Françoise de Cézélie, qui était la gouverneure de Leucate au XVIe siècle, pendant que les Espagnols faisaient le siège de la ville. Et cette Françoise de Cézélie a refusé de livrer les clés de la ville aux Espagnols. En son honneur, on a érigé une statue qui se trouve sur la place principale de Leucate. D'ailleurs, elle tient les clés de la ville.
dans ses mains. Et cette statue n'est pas celle d'origine, malheureusement. Elle a été fondue pendant la guerre, hein, puisque en 1941, les Allemands ont exigé qu'on fonde les statues pour qu'eux puissent fabriquer des canons, voilà, pour nous tirer dessus. Hein. Et donc, cette statue a été refaite. D'ailleurs, c'est le même sort qu'a subi à Carcassonne la statue de Armand Barbès, hein, qui a été fondue et qui ensuite a été refaite. Voilà, Françoise de Cézélie. Et donc j'invite Mika la prochaine fois à aller à Leucate pour aller regarder cette statue qui mérite le détour. En effet, il y a un lien entre Leucate et Carcassonne, c'est cette frontière de l'Espagne que l'on voit ici depuis la cité. La cité de Carcassonne était là pour la surveiller. Il y avait un château à Leucate qui a été justement détruit juste après l'histoire que vous racontez. Cette cité médiévale de Carcassonne, elle recèle un autre trésor. Alors certes, le paysage que l'on voit ici, souvent les jours de beau temps, les sommets enneigés, on y voit à des centaines de kilomètres. Un autre trésor, c'est son hôtel, l'hôtel de la cité. On y va en coulisses tout de suite. Eh bien bonjour, bienvenue à l'hôtel de la Cité dans les jardins. Voilà, on va vous faire deux petites recettes, enfin moi deux petites recettes, plus Régis, mon chef pâtissier, qui nous fera un dessert. Et moi je vous propose une recette à base de fruits rouges et citron. Voilà, on va commencer, nous, le premier plat, ce sera les petites tomates plein champ de Carcassonne avec une burrata de chèvre, mozzarella de chèvre. Et le deuxième, ce sera une petite céréole de Méditerranée, juste en ceviche. Petit tartare avec un peu de citron, un peu de fenouil et un peu de citron noir. Un citron séché, ça vient d'Iran. C'est pas régional, mais c'est quelque chose qui est super bon goût et voilà, qui est original. Donc on va prendre 3-4 petites tomates. Hein, donc rien de plus simple, hein, on les coupe. Moi je suis sur une gelée de fruits rouges, donc j'ai commencé à disposer mes fruits rouges qui nous viennent en partie les fraises de chez Muriel Vert. Les autres fruits viennent de chez Carayon. Et nous avons une gelée qui accompagne ça au muscat de Saint-Jean. Hein, Saint-Jean minervois. Donc j'ai fait cette gelée à base de jus de fraise. J'ai bloqué mes fruits dedans, passé au réfrigérateur avec quelques feuilles de gélatine, bloqué une petite heure. Voilà, il y a plein de couleurs, hein. C'est vraiment estival. Donc voilà, un peu de basilic du jardin, de l'huile d'olive, simplement, pas de vinaigre. Hein. Et un petit pistou maison, donc un petit pistou, c'est juste haché, passé au robocoupe, enfin au blender, un petit peu de basilic frais avec un petit peu d'ail et de l'huile d'olive. Mozzarella de chèvre, on peut le faire avec du chèvre, bien sûr, mais on peut le faire aussi avec une mozzarella de bufala, une mozzarella de vache. Voilà, on peut mixer, on peut le faire avec une bonne feta aussi. C'est super simple, quoi. C'est juste couper des tranches de tomates assez fins, les mélanger, arriver à dresser ça, que ce soit assez joli. Donc c'est une petite crème montée avec un jus de citron vert dedans. Je viens mettre mon coulis. Donc fraises, uniquement fraises mixées, hein, le coulis. Et là j'ai fait des allumettes à base de pâte feuilletée. Hein, donc une pâte feuilletée maison, recouverte de glace royale dessus, hein, qu'on trouve dans toutes les bonnes boulangeries. Là on l'a faite maison. Je viens disposer dessus, c'est ce qui va apporter en fait le croquant au dessert. C'est vraiment important maintenant de travailler avec les producteurs locaux parce que ça devient... si on le fait pas, on est plus casse-bine maintenant. Le minimum, c'est de mettre en valeur tous ces producteurs qu'on a ici dans l'Aude. La découverte, les gens viennent ici à l'hôtel, nous, pour découvrir ces produits, pour découvrir le département, découvrir qu'est-ce qui se fait aussi bien dans la Haute-Vallée que dans les Corbières, que dans la Minervois, que les poissons de Méditerranée, tout ça. Donc filet de céréole. Le céréole, c'est un poisson de Méditerranée. Voilà, on le mange cru. C'est un poisson qui est très très bon cru. Voilà, les Japonais l'utilisaient beaucoup en sashimi, sushi et tout ce que vous voulez. C'est un poisson qui a du goût, qui a du caractère, qui a de la mâche. Voilà, donc on va juste l'assaisonner. Donc là, on roule bien les morceaux de céréole et on commence à dresser.
Hein, donc dessous, ça c'est une petite gelée de fenouil. Donc là-dessus, on va rajouter nos petits copeaux de fenouil. Donc on les dispose dans l'huile, la même huile qu'on vous a mis à mariner les poissons. Eh ben, on travaille ensemble depuis 1998. Donc on a fait l'ère Franck Putelard. Et puis quand Franck est parti, Jérôme a pris la suite comme chef des cuisines. Et on a continué l'aventure tous les deux. Donc voilà, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde dans une cuisine de produits. Et voilà, on va pas... Nous, c'est le produit avant tout. Alors voilà nos plats finis. Hein, donc on a utilisé, pour ma part, en premier plat, la mozzarella de chèvre avec les tomates de pays plein champ, le basilic et l'huile d'olive de chez Cantalose. Et le deuxième plat, c'est la céréole de Méditerranée, un poisson qui va très très bien en carpaccio, autour du fenouil et du citron. Mon petit panaché de fruits rouges avec les fraises de chez Muriel, sa petite crème, qui a pris un petit coup de chaud là, mais la petite crème montée chocolat blanc et citron vert. Et tous ces plats, bien sûr, sont à retrouver au menu déjeuner le midi à la Barbacane, sur notre superbe terrasse. Et surtout, prenez soin de vous et régalez-vous tout l'été. Bon été à tous, et je dis la même chose, régalez-vous. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait vraiment envie d'y aller. Aller manger à la Barbacane, aller à l'hôtel de la Cité. Nous sommes en ce moment avec Émile Viciana, directeur du groupe Cité Hôtel. Bonjour, monsieur Viciana. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suppose que quand vous êtes arrivé ici à Carcassonne, on vous a fait découvrir ce restaurant, cet hôtel, que vous connaissiez un peu déjà ? Alors en fait, je suis à Carcassonne depuis maintenant un an et demi. J'ai donc rejoint l'équipe de Cité Hôtel en 2020 et c'est vrai que cette maison, on la connaît partout en France. Elle fait partie du patrimoine de l'hôtellerie en France. Elle est connue et reconnue. Oui, bien sûr que je la connaissais. On parlera de l'histoire de cet hôtel de la Cité qui a une place toute particulière puisqu'elle se situe juste à côté de la basilique. On pourrait, depuis l'hôtel de la Cité, voir d'ailleurs la chaîne des Pyrénées dont on parlait tout à l'heure. Parce que l'extérieur, dont on a vu quelques images tout à l'heure, est vraiment assez phénoménal. Oui, on a la chance d'avoir un spot incroyable dans les jardins de l'hôtel de la Cité avec un belvédère où on a une vision 360 sur la montagne noire, les Pyrénées, et on surplombe la ville basse et c'est juste un endroit fabuleux. S'il fallait décrire l'ambiance de l'hôtel de la Cité, on dirait quoi? Feutré, on a aussi toujours un clin d'œil historique à cette cité médiévale, alors que cet hôtel, il a quoi? La fabrication, il a été construit il y a une centaine d'années, un peu plus que ça. Oui, c'est ça, il a une centaine d'années, un peu plus d'une centaine d'années. C'est l'histoire parce qu'on est plongé au cœur de la cité. C'est ce côté un peu du patrimoine de notre pays avec des gens comme Churchill ou Walt Disney ou la Reine Mère. Enfin, on a là accueilli les grands de ce monde et ça en fait son charme. Et puis aujourd'hui, c'est des artisans. Vous avez vu Jérôme et Régis en cuisine qui fournissent un excellent travail, et un travail d'artisan. On utilise dans des produits de la région, on a notre propre miel, on travaille vraiment pour le... Voilà, on fait de la personnalisation le plus possible, et ça c'est vrai aussi en cuisine. C'est un travail d'excellence que vous menez ici au groupe Cité Hôtel, alors pas seulement à Carcassonne, partout en France. Oui, alors non, on est plutôt basé en Occitanie. Occitanie. On a 7 établissements. Nous avons la chance d'avoir un magnifique hôtel à Figeac, dans le Lot. On a sans doute l'un des plus beaux hôtels de Toulouse aussi, la Cour des Consuls. Et puis nous sommes évidemment basés à Carcassonne avec 3 hôtels, le Mercure Carcassonne, l'hôtel du Donjon et l'hôtel de la Cité. On a par ailleurs une brasserie, et puis tout dernièrement, nous avons fait l'acquisition d'un traiteur, l'atelier des saveurs. Voilà, et donc on a là aujourd'hui 8 établissements, et
on a des velléités de développement sur l'Occitanie dans les années qui viennent. Des velléités de développement. Aujourd'hui, on voit un monde fou dans cette cité médiévale et autour de nous, tout le monde est attablé. Mais dans les hôtels, comment se porte la situation, le tourisme en Occitanie après la crise sanitaire et en particulier en cet été 2021, comment se porte-t-il ? Écoutez, on a un peu comme tout le monde fermé 6 mois et demi. Nous avons réouvert au mois de juin. Le mois de juin s'est plutôt bien passé, avec une activité moyenne, mais suffisante pour faire du bon travail. Juillet s'annonce plutôt bon, de façon globale sur le groupe. Août s'annonce très bon, sans doute même meilleur que l'année dernière. Et on a beaucoup de demandes pour des séminaires, des réunions pour les mois de septembre et octobre. Donc on est plutôt optimiste sur les mois qui arrivent. Alors bien entendu, il faudrait que la 4e vague nous laisse tranquille et que la vaccination puisse couper tout ça, l'herbe sous le pied de cette maladie, de cette pandémie, mais non, on est assez optimiste sur les années qui viennent. Vous avez pu rêver dans le reportage qui vous a été présenté à l'instant dans l'émission Qu'est-ce qui se passe en Occitanie ? Vous nous suivez en direct en ce moment sur TV Carcassonne et nous sommes avec Émile Viciana qui est le directeur du groupe Cité Hôtel. La cité de Carcassonne renferme ce véritable joyau de l'hôtellerie française. On en a parlé tout à l'heure, l'hôtel de la cité. Mais cet hôtel de la cité, eh bien, il ne se repose pas sur ses lauriers. Il y a toujours des projets pour attirer du monde. Il faut toujours chercher de nouveaux services. Alors sur quoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui ? Comment sera-t-on accueillis demain à l'hôtel de la Cité et au groupe Cité Hôtel ? Écoutez, on est parti sur des tranches de rénovation de l'hôtel. Donc on a l'hiver dernier rénové une partie du bâtiment. Nous avons complètement réhabilité les jardins qui sont flambant neufs. Donc je vous recommande de le tester parce que c'est vraiment un endroit superbe. Nous avons mis l'accent sur tout ce qui est bien-être avec des cours de yoga, des parcours sportifs, et puis on a mis au centre l'accueil à nos clients par des équipes très motivées à la reprise au mois de juin. On a sans doute l'une des plus belles qualités de notre groupe à l'hôtel de la Cité. Si vous venez ici à Carcassonne, faites une halte à l'hôtel de la Cité, à son restaurant La Barbacane avec Jérôme Rion, le chef. Vous allez vraiment faire une expérience tout à fait exceptionnelle au cœur d'un joyau de patrimoine. Nous sommes sur ce plateau avec Martial Andrieux qui était avec nous aussi tout à l'heure parce que Martial Andrieux connaît également très bien l'histoire de cet hôtel de la Cité. Si on le voit aujourd'hui avec son architecture qui pourrait paraître médiévale, en réalité elle est néo-gothique. C'est un hôtel qui a été construit en quelle année ? Alors, ce qu'il faut dire sur l'hôtel de la Cité, sans aucun frein, c'est un hôtel de prestige. Mais c'est un hôtel qui n'aurait pu avoir été construit si la cité de Carcassonne n'avait pas été restaurée. Si Crosmer-Vieille n'avait pas fait ce travail d'alerte auprès de Prosper Mérimée, ensuite la restauration par Viollet-le-Duc, et donc le début du tourisme. Parce que c'est en 1902 que se crée le syndicat d'initiative de Carcassonne. Et dès lors, les touristes vont affluer du monde entier pour voir cette cité restaurée. Donc tout commence avec deux hommes, Michel Jordi et Jean Cadenat, qui ouvrent le 1er septembre 1909 un hôtel. Donc en régie, nous avons un diaporama. Bon, là nous voyons l'agrandissement de l'hôtel qui a lieu en 1913. Cet agrandissement, pourquoi ? Parce que à l'origine, il n'y avait que 8 chambres en 1909. Et en 1913, on a grandi parce qu'on accueille à Carcassonne 50 000 visiteurs par an.
Hein. Au tout début du tourisme, ah, c'est oui, énorme. Absolument. C'est le début du Touring Club de France également. Hein. Pas très loin, nous avons une table d'orientation qu'on ne visite pas, hélas, au-dessus du théâtre de la Cité, hein, qui a été construite par l'architecte Léon Vassas. On reparlera du théâtre de la Cité plus tard parce que lui aussi a été créé par Léon Vassas. Et donc je reprends. Donc Michel Jordi a créé cet hôtel qu'il a agrandi. Cet hôtel, nous allons le voir sur la photo suivante, a été remanié. Et donc, voilà Michel Jordi, qui est mort en 1944. L'hôtel a été remanié en 1925 par Léon Vassas. On va s'arrêter sur cette photographie, car l'hôtel de la Cité conserve le livre d'or. Et sur ce livre d'or, nous voyons toutes les vedettes de l'époque, toutes les têtes couronnées qui ont pu séjourner à l'hôtel de la Cité. Donc monsieur parlait fort justement de Walt Disney. Et donc à ce propos, nous pouvons dire deux choses. Si le château de Ussé, le château d'Ussé en Touraine, a fortement inspiré Charles Perrault pour sa Belle au bois dormant, ce serait la Cité de Carcassonne qui aurait inspiré Walt Disney pour son dessin animé, hein, la Belle au bois dormant. Donc vous me parliez de, oui effectivement, cet hôtel est de style néo-gothique, hein, néo-médiéval à l'intérieur. Il a été décoré par deux peintres carcassonnais qui sont Jacques Courtal et Henri Pingré. Voilà, à ce titre, il y a des tableaux magnifiques à l'intérieur avec un coloris que je vous invite à aller voir. Et il faut savoir quand même que cet hôtel n'a pas fait l'unanimité au départ par rapport au Carcassonnais. Au scandale, cette architecture qui dénature la vie, qui dénature le site. On fait un hôtel de cette façon. Mais on va quand même très vite comprendre avec toute cette jet set. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les années 50, dans les années 60, on arrive en limousine devant l'hôtel de la Cité, on arrive en Aston Martin, on arrive en Bentley, on arrive du bout du monde. Monsieur a dit fort justement que nous avions eu des têtes couronnées, nous avons eu Grace Kelly. Hein. Vous avez dit, Pierre, également, que on se sentait chez soi à l'hôtel de la Cité. Mais Colette, l'écrivaine, dans le livre d'or, elle écrit « Enfin, un chez moi ». Et elle a séjourné très longtemps à l'hôtel de la Cité. Voilà pour cet hôtel. Je pourrais dire également qu'ensuite nous avons eu la famille Decaux qui a pris l'hôtel. Nous avons eu également cet hôtel qui a fermé dans les années 80, qui a été racheté par Jean-Michel Signol. Alors à cette époque-là, c'est Michael Jackson. Alors nous avons une anecdote sur Michael Jackson. Ah oui. Ah oui. Parce que Michael Jackson, en 1992, voyez-vous, il donne un concert au Stadium de Toulouse. Seulement, il a sa famille sur les bras. Et il veut absolument se faire la belle pendant que sa famille est à Toulouse. Donc il vient à l'hôtel de la Cité. Et Michel Delburgo, qui était le cuisinier de l'époque, a disparu aujourd'hui, a raconté que cet artiste très simple avait amené son cuisinier personnel, un Indien, qui avait concocté un plat végétarien dans l'hôtel de la Cité. Et malheureusement pour Michael Jackson, sa famille a trouvé où il se trouvait. Et alors donc, il est allé dormir dans son van devant l'hôtel de la Cité. Voilà. Et à la fin de l'histoire, tous les employés d'hôtel de la Cité ont été invités à aller voir le concert de Michael Jackson à Toulouse. Ah oui, ça c'est un beau geste. Voilà. C'est un très beau geste. Voilà. Vous avez déjà assisté directement au feu d'artifice, hein. Depuis l'hôtel de la Cité, je pense que c'est pas possible, non? Ben, écoutez, moi je suis arrivé en 2020 et malheureusement, je n'ai pas eu le plaisir d'assister à ce magnifique feu d'artifice que, évidemment, on m'en a parlé. Oui. Et j'attends avec impatience. Eh bien, Émile Viciana, ce feu d'artifice, c'est vrai qu'on l'a pas eu cette année, mais sur TV Carcassonne, nous le suivions et puis nous avons diffusé d'ailleurs cette année quelques-uns des meilleurs moments de ce feu d'artifice. Ceci dit, je me rappelle très bien, monsieur Viciana, de la première fois que vous avez vu l'hôtel de la Cité. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'était au cinéma.
D'accord. Ah, c'est possible. C'était le Cornio. Ah, vous vous rappelez oui, de ça? Bien sûr, bien sûr. J'étais en culotte courte. Exactement. Un petit extrait. Vous voulez voir des images du feu d'artifice? Eh bien alors, c'est les inconvénients du direct, c'est aussi un avantage, on rebondit, et on rebondit sur le feu d'artifice de Carcassonne. Quelques belles images tournées par TV Carcassonne du feu d'artifice, regardez. Nous sommes donc en direct sur TV Carcassonne et en direct de la cité de Carcassonne, ici à Régalade, à la cité pour une émission où l'on parle culture, où l'on parle aussi agriculture, où l'on parle gastronomie, mais surtout une émission en direct de cette belle ville de Carcassonne, avec d'un côté la cité, de l'autre la Bastide, et nous sommes avec Gérard Lara. Bonsoir Gérard Lara. Et bonsoir. Vous êtes maire de Carcassonne. Et vous venez régulièrement ici prendre 5 minutes à la cité pour vous poser, ou vous n'avez jamais le temps de vous poser? Oh, je n'ai pas le temps de me poser, mais aujourd'hui je découvre la Régalade 2021. Je trouve magnifique, on se croirait dans le désert. Avec ces tentes du désert, c'est magnifique. On est presque des bédouins. Oui. Vous voyez, c'est magnifique. Mais l'exploitant a réussi son coup, là. Il a très très bien fait les choses. En effet, il y a des tentes bédouines un peu partout, on se pose. Alors, à l'entrée de cette régalade à la cité, on a mis des luminaires qui vont bientôt s'allumer comme ça. Tout à l'heure, on a vu aussi des images des feux d'artifice de Carcassonne qui embrasaient et illuminaient la cité. Alors, vivement qu'il revienne ce feu d'artifice, monsieur le maire. Eh oui, cette année, nous avions le marché d'ailleurs. Hein, nous avions désigné un titulaire, mais malheureusement... les conditions sanitaires ont été réitérées et difficile de contrôler 4 à 500 000 ou 600 000 personnes avec un pass sanitaire. Donc j'ai préféré annuler le feu d'artifice en 2021. Nous espérons qu'en 2022, nous aurons la possibilité de mettre en place ce feu d'artifice parce que, au-delà du fait que c'est le plus beau de France, il a surtout une finalité économique. Une finalité économique, car en effet, vous avez 4 à 500, 600 000 personnes dont le panier moyen est entre 40 et 50 euros. Regardez la perte de chiffre d'affaires des commerçants de la ville uniquement par l'abandon de ce feu d'artifice qui nous est imposé par cette pandémie. Mais je pense que l'année prochaine, nous aurons la possibilité de le faire et là, ce sera la grande fête dans la ville, la très grande fête. L'autre grand avantage du feu d'artifice, ou même du festival, ou du Tour de France qui est passé par Carcassonne récemment, c'est que chaque année, il y a des personnes qui découvrent Carcassonne et qui viennent ici pour la première fois, s'émerveiller dans les rues de la cité et puis découvrir aussi la Bastide. Alors, est-ce qu'on pourrait estimer chaque année le nombre de personnes qui viennent ici fouler les villes, la ville basse et la cité Mais oui, on peut tout à fait. Nous avons effectivement des éléments qui permettent de répertorier le nombre et la fréquentation. Je ne me base pas sur ce que certaines structures donnent comme chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les renseignements donnés par les réseaux informatiques, les réseaux téléphones portables, etc. Nous avons entre 2,3 millions et 2,5 millions personnes. Il y a 4 ans, à peine 300-400 000 personnes visitaient la Bastide. Maintenant, nous sommes à la limite de 1 million. Cela veut dire qu'en réalité, il y a un transfert de clientèle, entre guillemets, touristique entre la cité et la Bastide. Pourquoi ?
Parce que la Bastide, il y a effectivement des éléments qui permettent d'attirer le touriste. Il n'y a pas que des cafés à voir ou des rues à fréquenter. Il y a tout un patrimoine. Carcassonne est une ville extrêmement riche. Elle a été particulièrement riche dans le 16e, 17e et 18e siècle grâce au commerce des draps, puisque nous étions la première ville française à créer des draps qui étaient exportés sur le Levant. Et donc, nous avons des hôtels particuliers magnifiques. Nous avons plus de 300 hôtels particuliers magnifiques qui actuellement sont progressivement réaménagés et qui, dans quelque temps, tout au moins je l'espère, tout au moins avant 2023-2024, nous allons créer un parcours patrimonial. Un parcours patrimonial au sein de la Bastide qui débouchera sur des hôtels particuliers à visiter, avec des escaliers du XIIIe siècle, magnifiques, avec des ouvertures sur des cours que l'on ne soupçonne pas exister en ville. Oui. Donc ça permet effectivement d'attirer et nous aurons là la notion patrimoniale. Alors vous avez la cité avec bien sûr son patrimoine, mais également la Bastide qui a son propre patrimoine, pas de la même période, c'est pas la période médiévale, c'est la période de la fin de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Mais des hôtels particuliers qui seront connus avec notamment des données qui sont méconnues un peu partout d'ailleurs. Nous avons dans certains hôtels particuliers du XIVe siècle des plafonds peints qui sont extraordinaires, il faut les voir. Ça vaut vraiment la peine d'aller les visiter et nous allons créer dans les années à venir un circuit touristique patrimonial à ce niveau, car je crois que c'est unique en Occitanie. Donc nous allons le faire. Qu'est-ce qu'on fait en Occitanie? Eh bien, on va à Carcassonne où parfois, eh bien, on découvre à la Bastide des Trésors, à la Cité des Trésors. Et la première fois, vous aussi, monsieur le maire, je suis sûr que vous avez vu l'hôtel de la Cité. C'était bel et bien au cinéma. Mais l'hôtel de la Cité, j'ai entendu parler l'historien tout à l'heure, mais j'en sais autant que lui, sinon plus. C'était le mais oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cet hôtel de la Cité a été créé par les notables de la ville. Et à la suite d'un héritage, moi j'ai eu des actions premières de l'hôtel de la Cité au début du XXe siècle, créé par un architecte local. Et donc c'est un hôtel qui est un hôtel d'émanation locale. Ne nous trompons pas. C'est pas une société internationale qui a créé un hôtel. Non, ce sont des gens qui ont créé un hôtel sur le plan local, car déjà ils avaient anticipé. Attention, certaines générations n'ont pas été bonnes à Carcassonne, mais d'autres ont été très très bonnes. Notamment celles du 19e siècle, début du 20e siècle, ont été remarquables. Et celles du début du 20e siècle ont été également remarquables. Malheureusement, la guerre de 14-18 a tout coupé. Tout arrêté, et c'est pour ça que je connais très bien l'histoire de l'hôtel de la Cité, cet hôtel qui a été créé, et j'ai été même titulaire et propriétaire de parts que j'ai donné à M. Signol qui a rénové l'hôtel de la Cité, et que je lui ai donné en lui disant voilà, tiens, tu les prends, tu fais revivre un établissement remarquable, le plus bel établissement de la ville. Donc je te les vends même pas, tu vois, je te les donne. Eh bien, nous allons aller tout de suite avec Martial Andrieux en plateau, raconter d'autres histoires, car Carcassonne est une ville chargée d'histoire, même au pluriel, vous voyez. Un plateau donc qui se trouve lui-même au cœur de la cité médiévale de Carcassonne, à la Régalade. Régalade à la cité, c'est un lieu où l'on se restaure, où l'on se détend, et où sur le plateau, on parle aussi, on découvre. Plusieurs fois, on a parlé du Cornio, Martial Andrieux. Le Cornio, ça a vraiment fait découvrir Carcassonne, ou en tout cas l'hôtel de la cité de Carcassonne, à de nombreuses personnes, plusieurs générations. Tout le monde, vous aussi, peut-être pas, parce que vous êtes de Carcassonne. Oui, moi je pourrais dire une chose, c'est que Muriel Brunet, qui était là, ne démentira pas ce que je vais dire, c'est que le cinéma est un vecteur touristique très important. Dès lors que nous avons un tournage, nous avons des retombées touristiques immédiates sur la ville. Donc le Cornio, c'est effectivement, pour ce qui est du milieu du XXe siècle,
un film qu'on a vu, qu'on a revu, qu'on a passé à la télévision, un film qui a été traduit dans plusieurs langues, en Russie, en Espagne, en Allemagne et même aux États-Unis. Donc on a vu la cité sous toutes les coutures. Donc il y a eu énormément de films tournés à Carcassonne. Évidemment, Le Corneau, le 4 novembre 1964, il reste pendant 4 jours à Carcassonne. Il fait un froid de canard. Il faut savoir que l'équipe de tournage vient d'Italie, où elle a tourné les extérieurs. Les extérieurs s'achèvent à Carcassonne. On tournera les intérieurs à Paris après. Et l'équipe de tournage s'installe sur la place Saint-Nazaire. Et c'est là que l'on va tourner les principales scènes du Corneau. Alors, l'hôtel de la Cité devient l'hôtel de l'Esplanade. Chez le photographe Bouffard, ça devient l'hôtel de France. L'hôtel d'Ame Carcasse qui deviendra la gendarmerie. Et puis également, on fait aussi, on le voit d'ailleurs, on fait aussi profiter le spectateur des lices de la cité. Vous vous souviendrez très simplement si je vous dis, par exemple, je chanterai plaisir d'amour, pam pam. Vous vous souvenez celle-là? Tout à fait. Bien. Mais tout ça, c'est fait dans l'hôtel de la cité, dans une cabine téléphonique qu'on peut retrouver dans la cité de Carcassonne, puisqu'elle a été acquise par l'auberge des Lys qui est tenue par Monsieur Blasco, à 2 pas d'ici. Et on rentre dans son établissement, et bien on rentre dans le Corneau. Voilà. Si vous deviez habiller le Corneau musicalement, Pierre-Marie Pérez, comment est-ce qu'on ferait? C'est un petit peu compliqué parce que déjà 64, si je me trompe pas, c'est ça. Musicalement, c'était quand même un petit peu, on va dire, rock encore. On était quand même sur de la musique rock, donc là, j'aurais un petit peu de mal. Mais je pense que ce serait un peu plus une musique un peu dans le style de Benny Hill, justement un petit peu plus rapide, ou justement comme les Bronzés. C'est quelque chose de très tonique, si j'ai bonne mémoire, ce film-là, entre ces deux personnages. Pierre-Marie Pérez vient de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un habilleur musical, c'est un concepteur d'ambiance sonore, et c'est ici sur ce plateau, Pierre-Marie Pérez, vous êtes venu sans vos disques bien sûr, parce que d'habitude vous vous déplacez avec votre matériel. Exactement. Ça s'appelle haute couture musicale. Tout à fait. Voilà, oui, parce que si la particularité qu'il y a, c'est que si vous voulez, moi je voulais dans mon esprit justement pas travailler. Je voulais travailler ma musique un petit peu comme un tableau et comme avec les émotions et le moment précis. Donc on ne peut pas quelque part préparer quelque chose. Il faut l'avoir en amont justement, et c'est au moment et à l'instant qu'il faut justement le passer, le mettre. Et c'était ce défi-là que je voulais trouver justement par rapport à haute couture, et après l'habillage sonore et ainsi de suite, et par rapport aussi surtout à la culture qui est très importante. Et justement on m'a fait une demande par rapport à aujourd'hui, et c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il faut pas oublier que c'est, heureusement ou malheureusement, mais c'est le rap qui vend le plus de musique et de morceaux aujourd'hui, autant en France qu'à l'étranger. Donc je voulais justement trouver une petite dédicace autant sur Carcassonne que sur le rap et sur cette année-là. Donc c'est pour ça qu'on avait vu avec justement Mathieu par rapport à ça. Le premier morceau de rap français qu'on pourrait dire qu'on ait eu, c'est Chagrin d'amour. Je sais pas si vous vous rappelez, 5h du mat, j'ai des... Oui, bien sûr, oui, en effet, c'est vrai. Ça c'est 81, donc ça c'est vraiment... Et ça, par contre, justement, ce qu'ils sont en train de mettre là, ça c'est 1982, c'est le groupe Élégance. Et justement, il y a cette sonorité un petit peu rap et un petit peu funk que je voulais faire réécouter, parce qu'après on aura une petite pépite qui vient justement de Carcassonne. Donc on laisse un petit peu Élégance. D'accord. Vacances. J'oublie tout. Ça rappelle les souvenirs. Ah mais c'est les vacances, c'est 82, pile, été 82. Folie légère. Alors pourquoi est-ce que Pierre-Marie Pérez est avec nous sur ce plateau? Parce que Pierre-Marie Pérez, il habille aussi musicalement, sonorement, à l'hôtel de la Cité. Oui, tous les vendredis soirs. Donc justement, j'ai cette chance-là. L'hôtel a accepté justement ma proposition. Donc on est sur un habillage sonore très particulier justement, puisque même s'il n'y avait pas eu la pandémie, on est quand même sur une musique très jazz et très soul, quelque chose de pas dansant justement. Donc c'était le défi qu'on s'était donné avec l'hôtel, et tous les vendredis, superbe expérience, vraiment musicalement
très bon moment. Merci beaucoup Pierre-Marie Pérez. On va vous écouter, on va vous entendre dans cette émission parce que vous êtes producteur, vous créez aussi? Non, je crée pas, non, pas encore, non. Vous mixez? Un petit peu, mais c'est justement, moi je suis pas du tout sur ce thème-là de mixer, justement, je suis plus sur, comme je vous expliquais, par rapport au morceau directement. D'accord. Et voilà, et c'est justement ce que je voulais vous faire redécouvrir. Ce morceau-là, c'est Monsieur Trigo qui travaillait chez Chippy à l'époque, en 84. C'est Trigo. Le morceau s'appelle La Dégaine. Et pareil, encore une fois, 84, un ovni à tous les niveaux. Et Monsieur Signol qui justement a financé ce projet-là. Et je vous propose justement d'écouter ce morceau-là. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Voilà. Super. Merci à toutes et à tous, vous êtes en direct sur TV Carcassonne pour Qu'est-ce qui se passe en Occitanie? On se retrouve juste après ça. À tout de suite. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévifrance, vous protéger, c'est naturel. Bon, mais vous m'avez collé ma fille. Eh bien, vous savez quoi? Votre colle, vous la mettez dans votre cul. Oui, dans votre cul, c'est compris? J'imagine que vous êtes là pour vous excuser de vos propos par téléphone. Je viens parce que ma fille ne s'entend pas du tout avec le prof d'art plastique. C'est inadmissible. Oui, bah écoutez, je m'en occuperai, hein. Le jour où j'aurai sorti l'heure de colle de votre fille de mon cul. Oh! Elle me fatigue. together now.
De retour ici sur le plateau de Qu'est-ce qu'il se passe en Occitanie, à Régalade à la Cité, au cœur de la cité médiévale. Et le soleil s'est couché. Aujourd'hui, sur Carcassonne, il a fait un temps absolument magnifique. Les touristes et les locaux sont venus nombreux. Et nous sommes sur ce plateau avec Martial Andrieux, historien de Carcassonne, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels donc le dernier sur les maires de Carcassonne à retrouver dans les bibliothèques de la ville. Tout à l'heure, nous parlions de festival, Martial, et c'est vrai que le festival de Carcassonne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, il fait partie aussi de l'histoire de la rénovation de la cité. C'est-à-dire que très vite, au cœur de cette cité médiévale rénovée, les Carcassonnais ont voulu avoir de la culture. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre, à propos de l'hôtel de la Cité, sans rénovation de la Cité, pas d'hôtel de la Cité. Eh bien, sans rénovation de la Cité, et pas de théâtre de la Cité non plus. Hein, puisque nous avions un jardin épiscopal désaffecté, hein, le palais épiscopal ayant été rasé à la Révolution. Et donc, dès 1905, on commence le théâtre en plein air en France, dans le midi de la France. Les arènes de Béziers, à Toulouse, etc. Et donc, nous avons un adjoint au maire, le docteur Sampé, qui décide de créer un théâtre de plein air à Carcassonne. Et donc, ce théâtre va être construit en 1908. Et sa direction va être confiée au docteur Chary. Alors ce théâtre, nous avons vu quelques images. Au départ, il n'est pas positionné comme aujourd'hui. Il est positionné contre la tour mi-padre, c'est-à-dire sur le côté du théâtre actuel. Sur la photo que nous voyons ici, c'est très intéressant, voyez-vous, parce que je pense que si Pascal Dupont voit les images aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas tout à fait d'accord pour que les spectateurs se positionnent de la sorte. Et pourquoi sont-ils positionnés de la sorte? Parce qu'on ne voit pas bien le théâtre. On ne voit pas bien la scène. Alors on hurle, on tape aux entrées, on veut absolument rentrer pour voir ce premier spectacle qui est La fille de Roland d'Henri de Bornier. Et les spectateurs, dès lors, eh bien, vont trouver à s'accommoder du dessus des créneaux, voyez-vous. Là, on est quand même peut-être à 10-15 mètres du sol. Ah oui, c'est très impressionnant. L'histoire ne dit pas s'il y a quelques-uns qui sont tombés. On ne sait pas. En tout cas, ils ne sont pas revenus pour nous le dire. C'est ça. Voilà. Et puis ensuite, le théâtre est mis sur sa position aujourd'hui. Il est mis en plein milieu contre la tour du Midi. Alors, c'est en 1909 hein, qu'on va le déplacer. On va jouer les Burgraves de Victor Hugo parce que ce théâtre de la Cité, au départ, ça n'est pas un théâtre où l'on fait de l'éclectisme musical, dramatique, danse, etc., comme aujourd'hui. Non. C'est théâtre. Ah, c'est pur. C'est du puriste. On fait du drame. Hein, du drame. Hein. On va exagérer le jeu. Hein, on va faire de la déclamation. D'autant qu'il n'y a pas de sonorisation, donc il faut parler fort. Exactement. Et tous les décors du théâtre sont fournis par la maison Sarraute à la Cité. Hein, on les connaît, Sarraute, qui sont antiquaires depuis très très longtemps et qui fournissent ces décors. Alors là, on va très vite, voyez-vous, parce qu'alors là, on va passer dans les années 1957. Hein. C'est Jean Deschamps au milieu. Jean Deschamps qui a donné le nom au théâtre de la Cité de Carcassonne en 2006, un an avant qu'il meure. Hein, il était inauguré par Monsieur Lara. Et donc Jean Deschamps va créer le Festival d'art dramatique de Carcassonne. C'est depuis ce temps-là qu'on utilise le nom festival pour Carcassonne. Festival de la Cité. Et donc là, pendant on va dire une vingtaine d'années, nous allons avoir le théâtre d'Avignon à Carcassonne. Jean Deschamps fait comme Jean Villard, le TNP à Avignon. Hein. Il fait venir des comédiens de la Comédie Française. Hein. Nous avons Jean-Claude Drouot, vous savez, Jean-Claude Drouot, c'est Thierry Lafronde. Ouais. Nous avons également Michel Leroyer, nous avons Maria Cazares, nous avons Claude Pieplu. Nous avons une pléiade comme ça de comédiens. On crée des décors sur place. Hein, on fait la musique sur place. Jacques Charpentier, qui est mort récemment, a écrit la musique des Mouches de Sartre
pour le Festival de la Cité, d'accord. Et donc, pendant tout ce temps, Jean Deschamps est le directeur de ce festival d'art dramatique qui est aussi diffusé sur l'ORTF. Hein. Et aujourd'hui, donc, le festival est beaucoup plus oui, alors éclectique, si évidemment. vous voulez qu'on fasse un bond dans le temps, effectivement, nous avons eu plusieurs directeurs. On va dire que le théâtre de la Cité, tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa configuration, je dirais, archéologique, architecturale, date de 1973. Il a été conçu par une entreprise carcassonnaise, Escourou, que tout le monde connaît ici. Et donc, Gilles Durupt en est le directeur. Et ensuite va se succéder Jacques Échantillon, Jacques Allary, qui a donné le nom au théâtre municipal de Carcassonne, Jacques Michel, Georges-François Hirsch, Monsieur Paul Barrière et Monsieur Dupont. Et ce festival est éclectique. Et aujourd'hui, nous avons, comme l'a dit Pascal Dupont, un festival d'une grande renommée. Je crois que là, j'ai fait... Ah oui, ça, on l'a fait très rapide. Bravo, je pense que... Voilà. On peut saluer en ces temps de Jeux Olympiques cette performance. En effet, sur la scène du Festival de Carcassonne, nombreux sont les artistes à s'être produits, de grands artistes. Il y a eu Miles Davis, il y a eu Joe Cocker, on en parlait d'un. Mais récemment, on a vu un duo qui vous a beaucoup touché, à vous qui écoutez la radio, qui aimez la chanson française. C'est celui de Vita et Slimane. Vita et Slimane étaient au Festival de Carcassonne et TV Carcassonne les a rencontrés. Pour être très franc, c'est surtout le lieu ici qui est juste incroyable. C'est magique. Ouais, on a l'impression vraiment de faire un bond dans le temps. C'est médiéval, ouais, c'est magnifique. Quand on se balade, il n'y a que des paysages incroyables. Et souvent, les scènes qui sont faites comme ça, un peu amphithéâtre, etc., il y a une vraie communion avec le public, donc j'ai super hâte là d'être sur scène. J'étais venue sur un autre site. Là, vraiment, je suis venue aux Balances tout à l'heure, j'ai regardé le lieu, vraiment, j'étais admirative. On est en plein cœur de la vieille ville, c'est sublime. C'est un endroit, moi, que j'aime beaucoup. Et c'est la deuxième fois que je monte sur scène ici, donc j'avais un très bon souvenir. Oui, et là, le fait qu'on soit comme ça en amphithéâtre, je pense que l'ambiance sera particulière. On l'espère en tout cas. Déjà, ça nous a permis, un peu comme tout le monde, je crois, de nous recentrer parce qu'on se retrouve dans une situation particulière où on était beaucoup à la maison. Moi, j'étais en famille énormément. Pour tout vous dire, ça m'a pas vraiment déplu d'avoir du temps, d'être posée et d'être chez moi parce que je suis très casanière, Slimane aussi. Voilà, on en a profité pour cuisiner, pour faire des choses qu'on a moins le temps de faire. Et puis, on a créé aussi, on avait trouvé un moyen en ligne d'avoir un rendez-vous avec notre public. Et puis, on a créé des chansons de la réédition en plein confinement, comme ça. On leur donnait un rendez-vous le lundi. Donc, une ambiance aussi particulière et ça nous a permis aussi de faire les choses différemment. C'est l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'est dit. C'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. La suite, c'est déjà un tout premier lieu, la tournée, qui va continuer jusqu'à novembre 2022. On a vraiment beaucoup de dates et tout ça, donc ça va nous prendre beaucoup de temps. On a déjà commencé, Vita et moi, à retourner sur le chemin du studio pour nos albums solo respectifs. On continue de travailler ensemble, que ce soit pour nos albums solo ou pour les chansons qu'on peut faire pour les autres. Hier encore, on était dans une grande discussion philosophique sur la suite de nos projets. et voilà, on est content parce qu'en fait, au final, Versus ne s'arrête pas ni à l'album, ni à la tournée. Je pense que c'est une rencontre qui va nous marquer tous les deux pour longtemps dans nos carrières artistiques et nos vies personnelles. Et voilà, c'est un vrai plaisir aussi, hein, on se ment pas, de repartir en studio, de réécrire des chansons et de repenser nos projets aussi un peu solo.
n'était pas hyper chaud tous les deux parce qu'on avait prévu justement déjà d'autres choses, d'avancer sur nos carrières solo. Et on a fait Je te le donne ensemble, ce qui a été magique. Et on s'est retrouvés en studio, on s'est dit si les chansons sont à la hauteur, allons-y. Puis on est tellement amis, on a un lien qui est devenu tellement fort qu'on a fait cet album dans la facilité totale. Et non, très honnêtement, on espérait que ça se passe bien, mais on s'attendait pas à ce que le public nous soutienne autant. Et c'est pour ça que même sur scène, on les remercie énormément, on leur parle beaucoup. On attendait énormément de les retrouver sur scène. Mais c'est un projet qui a été porté vraiment par les gens et on est hyper touchés par l'accueil que les gens nous font. Un gros bisou à tous les gens qui nous soutiennent ici. Bisous. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. On se retrouve ici au cœur de la cité pour la fin de cette émission. Qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Eh bien, ce qui se passe, c'est le concert de Christophe Maé ce soir au Festival de Carcassonne après Vita et Slimane. Cette émission s'est déroulée au cœur de la cité, à la Régalade à la cité, un endroit où on aime manger et boire entre amis. On a parlé de tentes berbères. Il y a aussi des petits tonneaux, des petites tables qui sont installées ça et là. Et tout autour de nous, ici, là-bas sur le coin, juste derrière nous, il y a des petites cuisines. On y mange des pastas, des pizzas, des sushis. On boit aussi des cocktails. Bonjour. C'est quoi comme cocktail que vous avez là? Un spritz. Un spritz, oh. Il y en a qui l'ont préféré à d'autres. Hein, avant que ce soit le deuxième pour vous. On peut boire bien sûr des cocktails, mais on peut manger, regardez comme ces messieurs, dames, on peut manger asiatique. C'est quoi que vous avez commandé là, hein? Un pokeball. Un pokéball. Hein, en plus on peut manger sain, c'est super. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis sur TV Carcassonne pour cette émission. Rendez-vous à Carcassonne toute l'année et en particulier pendant l'été. Merci aussi à notre partenaire Prévifrance. Bonne soirée.